Et puis il y a des gens qui sifflent au lieu de parler parce que, par exemple, aux Canaries, ça permet aux bergers de communiquer d'une montagne à l'autre. Alors ce langage, c'est de l'espagnol. Hein. Si vous connaissez l'espagnol, vous allez peut-être retrouver ce que dit ce berger. Domingo está enfermo, dimanche j'étais malade. Alors, si vous regardez ce qui se passe dans un cerveau, si vous ne connaissez pas ce langage, juste la zone du cerveau qui reçoit les sons qui va s'activer, si pour vous c'est un langage où vous comprenez ce que dit le berger, vous allez avoir les deux zones du cerveau qui sont impliquées dans le langage qui vont s'activer. Vous voyez, en jaune, vous parlez le silbo, en noir, en bleu, vous ne le parlez pas. Alors, voilà comment les ornithologues notent le langage des oiseaux. Et voilà comment on notait la musique avant Guy d'Arezzo, avant l'an 1000, on écrivait la musique un peu de la même façon. Et puis voilà un autre type de notation musicale, ça c'est le chant des baleines. Alors les baleines, elles chantent toutes un peu la même chose, le même air, et puis une fois de temps en temps, l'air change un petit peu. Il faut 10 ans pour que le morceau change complètement. Et donc Cathy Pence, qui travaillait là-dessus, pensait que, là encore, c'est toujours les mâles qui chantent, et qu'une fois de temps en temps, un mâle faisait vraiment un acte de création. Il modifiait très légèrement le morceau. À ce moment-là, ça devient le vrai crooner. Toutes les mamans baleines sont amoureuses de lui, et il en profite, quoi, si vous voulez. Alors après, les autres limites, quoi, c'est pas... Alors Gregory Bateson pensait que le langage des baleines, donc c'est quelque chose d'analogique, ça passe pas bien sûr par la transition du vocabulaire comme on le fait dans notre langage à nous. Donc c'est moins informatif, mais il y a beaucoup plus chargé émotionnellement. Et puis on sait aussi que les souris chantent depuis pas très longtemps, c'est difficile à entendre, alors les souris chantent, et quand on prend le chant des souris et qu'on l'accélère, on a le chant des oiseaux, et quand on le ralentit, on a le chant des baleines. Alors il y a peut-être un petit continuum, mais on a quand même un animal bien plus proche de nous et qui chante également. Ah, il chante même en anglais. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I want to be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around. Alors, le chant des singes, ça... Ah, tiens, il s'est passé. Pardon. Le chant des singes a fait disjoncter l'ordinateur. C'est le roi Louis. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Là, on doit être bon. Voilà. Alors, les chants de singes donc, avaient influencé Darwin, qui nous dit nous avons de bonnes raisons de penser que l'homme possède la capacité de produire et sans doute d'apprécier les notes musicales, comme les gibbons. Ce sont les gibbons qui chantent depuis très longtemps. Le chant et la musique sont des arts très anciens. Alors, le chant des gibbons, les gibbons donc vivent en couple. Hein. C'est un chant qui structure le couple. Alors, c'est le mâle qui commence, la femelle qui pousse des grands cris et le mâle qui conclut. En même temps, évidemment, ils ont une piloérection, ils s'agitent. Alors, ça soude le couple, hein, bien sûr. C'est pas une scène de ménage. Alors, il y a les singes vervets, ils s'appellent vervets bien qu'ils aient le scrotum bleu, mais c'est comme ça. Alors les singes vervets, eux, ont des chants spécifiques pour signaler l'arrivée d'un prédateur, si c'est un aigle, un léopard ou un serpent. Et si vous envoyez ce chant, les singes vont avoir le comportement adapté pour se sauver du prédateur. Donc vous voyez comment ce chant
ce cri modulé a pu être responsable de la survie des singes vervets. Alors, les gens qui font un peu de la sociobiologie pierre à feu, comme on dit, pensent que c'est grâce à ça qu'on est tous là. C'est-à-dire, si on est capable de chanter ensemble, on a pu survivre, le groupe a pu survivre. Donc, Thomas Geismann, qui est un zoologue allemand, pense que même l'évolution ultime du chant des gibbons, c'est ça. Comment ne pas gagner? Alors, une autre évolution, c'est le... Bon, avant Toulon, on a le pilou-pilou, hein, bien sûr. Alors, une autre évolution, c'est le chant choral. Alors, dans l'ontogenèse, on sait, enfin c'est Françoise Dolto qui racontait ça, que donc chez les Gitans, on fait venir un bon musicien, par exemple Django Reinhardt, qui va jouer pendant les 6 semaines avant l'accouchement, puis les 6 semaines après l'accouchement, et l'enfant aura une empreinte de cet instrument et va devenir un bon guitariste. Alors, on sait que les poissons ressentent le son sous forme d'une vibration. Le son, au départ, c'est une vibration. Donc le fœtus va ressentir la même chose. Au départ, il ressent des vibrations, surtout les basses fréquences. Et puis l'oreille, c'est un récepteur du tact qui a bien évolué, mais c'est du tact quand même. Hein. C'est pour ça qu'une musique, ça s'écoute, mais ça se sent. Si vous êtes dans les concerts de hard rock, les gens mettent des boules caisses dans les oreilles parce qu'ils y vont surtout pour l'impulsion qu'ils vont ressentir au travers de leur corps. Alors, à tel point que le bébé donc est déjà imprégné de la langue maternelle à la naissance, puisqu'on sait donc que les bébés allemands ont un cri qui descend, et les bébés français un cri ascendant. Alors le premier instrument retrouvé, c'est ça, c'est un fémur d'ourson. C'est un instrument néandertalien, et il y a des gens donc qui ont passé leur vie au CNRS à étudier ce fémur d'ourson. Et on trouvait donc qu'on pouvait jouer toutes les notes du chant humain. Vous voyez, donc il est vraiment bien adapté. C'est un véritable instrument. Donc les Néandertaliens apparemment faisaient de la musique. C'est peut-être pour ça que les sapiens ont réussi à les éliminer. Je sais pas. Enfin, il paraît qu'il y a eu quelques croisements récemment. C'est peut-être pour ça qu'on a récupéré quelques gènes pour la musique. Et puis il y a donc cette flûte 43 000 ans néandertalienne, et puis le pharaon psamtik donc qui cherchait d'après Hérodote la première langue, avait laissé des bébés tout seuls. On s'étonne qu'ils aient réussi à dire quelque chose. Enfin ils ont dit békos. Békos ça veut dire pain en phrygien. Le phrygien, c'est la langue d'Ésope. Donc, Psamtik pensait que le phrygien était la langue originelle. Bon, maintenant, par génétique, par recoupement, on arrive à une langue originelle qui aurait 35 000 ans. C'est-à-dire, les grognements, c'est 100 000 ans, mais la langue avec des mots, c'est 35 000 ans. Les gens qui travaillent là-dessus sont capables de vous donner 200 mots qui ont 35 000 ans. Et je crois que personne n'ira les contester. Donc, ça fait un petit hiatus, vous voyez, entre la musique et le langage. Et puis, si on regarde macroscopiquement donc un cerveau, on a l'impression de lire dessus une histoire du langage. Vous savez, si on glisse là-dessus, c'est le cortex moteur, vous voyez. On va rencontrer la représentation de la main, donc on sait bien qu'au départ, le langage, c'était des signes avec les mains. Après, on arrive au visage, les mimiques faciales, et puis vous voyez, on tombe dans cette zone qui permet de s'exprimer, la zone de Broca, qui est une zone qui est pleine de neurones miroirs, et qui sont fonctionnels très tôt, puisque voilà, vous voyez comme quoi il ne faut jamais laisser les bébés avec leur papa. Donc voici un nouveau-né avec son père, qui lui apprend immédiatement les bonnes manières. He watches his father pull faces and then slowly responds. Et voilà. This isn't conscious mimicry. Xavier doesn't.
Alors, si on regarde la partie, cette zone du cerveau qui reçoit les sons, qui décrypte les sons, on voit que c'est une petite partie de cette zone qui semble surspécialisée pour la détection du langage. Et puis, c'est pas Philippe Breno qui va me contredire, lui qui a étudié la précocité des génies, et il a trouvé que c'est donc les génies musicaux qui apparaissent en premier, et de loin les génies littéraires en dernier. Il y a 10 ans d'écart entre Mozart et Rimbaud. Alors encore Borges, puisqu'on parle beaucoup de lui. Dans tous les cas, la poésie est antérieure à la prose. On dirait que l'homme chante avant de parler. Et on rejoint Rousseau. C'est que Rousseau, au départ, Jean-Jacques Rousseau voulait être musicien. Son héros, c'était Rameau. Donc il a créé un morceau pour Rameau, pour Voltaire, et puis on s'est moqué de lui. Donc il s'est rabattu sur la philosophie avec le talent qu'on lui a connu. Mais 2 ans après sa mort, il a fait paraître un essai sur l'origine des langues où il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale. Et dans cet essai, il nous dit que la musique existait avant le langage, en quelque sorte. Il nous dit que, c'est pour ça d'ailleurs que Homère qui chantait est resté, alors que les autres poètes écrivaient. La musique permettait de faire parler les passions avant la raison, et en cultivant l'art de convaincre, on perdit celui d'émouvoir. Alors pour Rousseau, l'origine des langues, c'est le Sud, c'est la Provence ou l'Italie, puisque c'est la musique italienne, le bel canto. Donc les langues du Midi durent être vives, sonores, accentuées, éloquentes, souvent obscures à force d'énergie, alors que le langage du Nord, la polyphonie nordique, c'est sourd, rude, articulé, criard, monotone, clair à force de mots plutôt que par une bonne constitution. Il est aidé par Montesquieu, sa théorie des climats. Alors,